conflits dans le monde après 1989? Quelle est la nature des rivalités et des conflits dans le monde contemporain et sur quel territoire se développe-t-il? Je vous rappelle, on avait vu la guerre froide, là on n'a plus de guerre froide. Du coup, pourquoi il y a encore des combats dans le monde? C'est un peu ce qu'on se pose comme question. Et où y a-t-il des combats dans le monde? C'est un peu la question qu'on se pose ici. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 1989, le chapitre est découpé en deux parties. Premièrement, on va avoir un monde qui est dominé totalement par les États-Unis. Ils n'ont plus d'équivalent sur la planète. L'URSS s'est disloqué en 1991. Et d'ailleurs, durant cette même année, en 1991, on a la guerre du Golfe. Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette guerre du Golfe? Vous avez, je vous ai mis quelques photos là, vous avez l'armée irakienne qui va venir attaquer le Koweït, qui est un petit état pétrolier. Ils veulent tout simplement l'annexer, récupérer les richesses pétrolières du Koweït. Sauf que les États-Unis ne laissent absolument pas cela se faire. Ils montent une coalition donc avec les forces de l'OTAN, avec notamment l'Arabie Saoudite, etc. Et l'armée irakienne se fait exploser, mais littéralement exploser, ils peuvent rien faire devant la supériorité américaine, française, etc. D'ailleurs, je vous ai mis l'image de gauche parce que je trouvais qu'elle était très intéressante. Vous avez effectivement 5 avions. Et de mémoire, ils appartiennent tous à des nations différentes. Alors vous reconnaissez 2 Mirages, mais il y en a un notamment du Qatar, puisque oui, déjà dès 1991, la France vendait des Mirages au Qatar. Donc là, on était vraiment sur une coalition et c'est pas seulement les États-Unis, c'est clairement les États-Unis et leurs alliés ici, etc. Et donc, dans le monde entier espère qu'un nouvel ordre mondial va voir le jour après la guerre froide. Et c'est un ordre mondial qui serait du côté des États-Unis, c'est-à-dire avec plus juste, pacifique et qui prône la liberté avec les États-Unis un peu comme en gendarme du monde. Ça, c'était l'euphorie, on va dire, c'est ce que voulait la population, mais c'est pas du tout ce qui va se passer parce que il y a des conflits d'avant-guerre froide qui vont ressurgir ou qui se sont déroulés durant la guerre froide et en fait qui n'ont rien à voir avec la guerre froide, qui n'ont rien à voir avec avec le fait de vouloir imposer le communisme ou le capitalisme. Et donc, qu'est-ce qui le prouve? Premièrement, l'ONU va intervenir de plus en plus. C'est-à-dire que l'ONU, qui était un peu bloquée par l'URSS ou par les États-Unis durant la guerre froide avec leur droit de veto, l'ONU n'a pratiquement servi à rien durant la guerre froide. Il n'y a que vraiment sur les années 80, les années où on commençait vraiment à avoir, j'allais dire, un peu plus de mou qui était lâché du côté de l'URSS où l'ONU va avoir un rôle à jouer. Donc ça prouve déjà qu'il y avait des conflits qui étaient totalement en dehors de la guerre froide. Ensuite, en ex-Yougoslavie, de 1992 à 1995, vous allez avoir une guerre. Pourquoi elle n'a pas éclaté plus tôt? Parce que la Yougoslavie s'était tenue par le dictateur Tito, qui était communiste, mais qui s'était séparé du pouvoir communiste soviétique, qui était même dans le mouvement des non-alignés. Et effectivement, à sa mort, etc., ça a été le boxon total. Pourquoi? Eh ben, je vous mets une carte de la Yougoslavie avant qui forme tous ces états maintenant, en sachant que vous pouvez même rajouter le Kosovo et le Monténégro. Là, on est vraiment sur la carte depuis 95, si je dis pas de bêtises. Et en fait, pourquoi ça a éclaté? Parce que vous avez différentes ethnies. Donc la population appartient à une ethnie différente. Là, vous avez par exemple d'un côté les Bosniaques, les Serbes, les Croates. Et surtout, ils ont des religions différentes. Les Croates sont catholiques, les Serbes sont orthodoxes, donc ce sont aussi des chrétiens. Et vous avez les Bosniaques qui sont plutôt musulmans. Or, quand vous regardez en Croatie, on a 77% de Croates. Ça veut dire que le reste ne sont pas des Croates. Pourtant, ils vivent en Croatie. En Serbie, vous avez 88% de Serbes, mais les autres ne sont pas Serbes. Et en Bosnie-Herzégovine, qui est entre la Croatie et la Serbie, là vous voyez notamment avec Sarajevo, on n'a que 43% de Bosniaques, 31% de Serbes et 17% de Croates. Donc en fait, on a un mélange ethnique ici et un mélange des religions. Et là, clairement, ça va mettre le feu aux poudres, etc. avec les volontés indépendantistes de chaque pays. Et ça va créer des conflits. Alors, je vous ai pas mis d'image du conflit, j'aurais pu. Et globalement, ce qui va se passer, c'est qu'en 1995, avec les accords de Dayton, les États-Unis vont intervenir et vont dire ça suffit la guerre en Europe, vous arrêtez vos bêtises. Et c'est pas une blague ce que je vous dis. Ce qu'on va décider de faire, c'est que maintenant les frontières elles sont comme ça. Les Bosniaques, ils sont en Bosnie, les Croates, ils sont en Croatie, les Serbes, ils sont en Serbie, interdiction d'aller dans les autres pays. Donc vous imaginez par exemple le Serbe qui vivait en Bosnie de génération en génération, ça se trouve il était là depuis plus de 300 ans le gars. Et ben du jour au lendemain on va lui dire t'as plus le droit d'habiter là parce que c'est plus ton pays, tu dois retourner en Serbie. Et donc c'est des accords de paix finalement
qui sont très très tendus, qui ont été contestés, etc. Mais de toute façon, personne ne pouvait s'opposer à la volonté des États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez encore des casques bleus de l'ONU qui sont présents, notamment, peut-être que les Français sont partis, non, je crois qu'il doit toujours y en avoir. En tout cas, il y avait encore des Français il y a 5 ans qui faisaient des rondes effectivement pour éviter que la situation puisse s'enflammer. Mais c'est une situation qui est très 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 délicate, les Balkans en Europe. Donc voilà, ensuite d'autres conflits, le conflit israélo-palestinien que vous connaissez qui n'a rien à voir avec la guerre froide. En 1994 en Afrique aussi on a pas mal de conflits, notamment le génocide du Rwanda qui est assez connu, qui fera tout de même 800 000 victimes. Donc finalement, même si le monde est dominé par les États-Unis, même si on est sorti de la guerre froide, ça n'empêche qu'on a toujours des conflits extrêmement importants du coup sur le monde entier et que c'est loin d'être un espace de paix. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie du cours, là cette fois-ci on va être sur ce qui se passe en 2001. À partir de 2001, et je vais vous le dire rapidement tout à l'heure, et là clairement on va dire que la géopolitique actuelle, ce qui se passe actuellement dans le monde, en tout cas la manière de le comprendre, il faut les comprendre à partir des attentats de 2001, c'est vraiment un nouvel ordre mondial qui va se créer. Autant les États-Unis de 89 à 2001 c'était les rois du monde, autant à partir de 2001 effectivement ça va être beaucoup plus difficile. Et donc le 11 septembre, un traumatisme mondial, date à apprendre par cœur bien évidemment. Et c'est tout simplement l'attentat le plus meurtrier de l'histoire, il y a plus de 3000 morts. Les responsables ils sont connus, c'est Al-Qaïda, un groupe terroriste effectivement qui veut mettre en place un islam radical dans certains pays, on reviendra dessus. Et ça va chambouler l'histoire. Bon, je pense que... Alors à mes élèves, je leur montre la vidéo, mais je pense que vous les avez tous vus. Là, vous avez les photos, donc on voit bien effectivement... J'aime bien cette photo, parce qu'en plus, on a la statue de la liberté à côté, et on montre que finalement, la liberté a été attaquée. Donc c'est pour ça que cette photo est plutôt symbolique, celle de gauche. Donc vous avez les deux tours globalement à New York qui vont être attaqués par 2 avions différents. Vous allez avoir en même temps le Pentagone à Washington, et aussi qui va être visé par un autre avion, donc détournement d'avion. Et un 4e qui va s'écraser et qui n'aura pas atteint sa cible. D'après les experts, ce seraient les passagers qui se seraient rebellés et qui auraient du coup craché l'avion, qui se sont tout simplement suicidés pour empêcher les terroristes d'arriver à leur bout. Et pourquoi ça a été traumatisant? Donc déjà des avions détournés qui viennent effectivement s'écraser sur des tours, le symbole de la puissance économique des États-Unis, puis même le symbole de leur puissance militaire avec le Pentagone. Et surtout ces 2 tours se sont effondrées, c'est pour ça que je vous ai mis la photo à droite, effectivement de la poussière partout, ça a été totalement le chaos. Et ça n'existait pas les chaînes d'information en continu en France à cette époque, BFM tout ça, ça n'existait pas. Mais tous les journaux, toutes les grandes chaînes TF1, France 2, je me rappelle, ont clairement arrêté leur émission classique. Donc si t'aimais les Feux de l'amour, c'était pas le moment, quoi. Les Feux de l'amour, au revoir, quoi. Et pour faire un point spécial, effectivement, parce que ça a choqué le monde entier. Et généralement, tout le monde se souvient, en tout cas pour les personnes qui ont la connaissance, se souvient de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001. Moi, j'étais déjà petit, mais je me souviens très bien être rentré. Il y avait mes grands-parents. Et voir mes grands-parents finalement même pas me dire bonjour. Ils étaient tous devant la télé, quoi. Et là je me suis dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc voilà. Et pourquoi ça va changer la géopolitique mondiale? Puisqu'en Afghanistan de 2001 à 2014, les forces armées américaines, accompagnées notamment de l'ONU, vont intervenir en Afghanistan pour chasser du pouvoir les talibans, qui sont considérés comme étant des personnes, et ça a été justifié, comme étant effectivement très très proches d'Al-Qaïda, très très proches des terroristes. Et en Irak à partir de 2003, donc de 2003-2011. Et là en revanche, pourquoi on a eu cette opération en Irak? George Bush, le président actuel de l'époque, dit que l'Irak possède des armes de destruction massive et qu'il faut intervenir. Et là vous pouvez être fier de la France, puisque le président français de cette époque, Jacques Chirac, a dit non. Il a dit, moi je n'ai aucune preuve, mes services de renseignement me donnent aucune preuve effectivement qu'intervenir en Irak pour des armes de destruction massive. J'ai aucune preuve, ce que vous me fournissez, je suis incapable, mes services sont incapables de pouvoir le prouver, donc je décide de ne pas intervenir. Et donc ça a créé un tollé aux États-Unis, les Américains étaient en colère. Je peux vous dire qu'à New York, ils ont commencé à vider les bouteilles de vin françaises dans la rue pour montrer vraiment leur contestation. Les French fries, qui sont les frites, ils les appellent comme ça, ils ont retiré le mot French devant parce qu'ils ne voulaient plus rien avoir à voir avec la France, hein, ils étaient tellement déçus et énervés.
Et en revanche, dans les pays musulmans, ça a été l'inverse. Les pays musulmans qui voyaient ça vraiment comme une agression occidentale, quelque chose effectivement d'inadmissible. Jacques Chirac, il était considéré comme le héros, quoi. C'est-à-dire que il y avait sa photo partout, dans toutes les rues du Moyen-Orient pratiquement. Ils étaient tous contents effectivement de la décision de la France. Et il se trouve, l'histoire donne raison à Jacques Chirac, puisqu'effectivement, il n'y a jamais eu d'armes à destruction massive en Irak. Et c'était un peu un coup des Américains pour récupérer le pétrole irakien, quoi. Donc quand je vous... Alors je ferai sûrement des vidéos plus tard sur les théories du complot. Quand je vous dis que les complots ça existe, il faut pas être dans se dire les complots ça n'existe pas. Là pour moi clairement l'Irak c'est un complot, quoi. Des Américains en essayant de faire croire qu'il y avait des armes de destruction massive, ce qui n'était absolument pas le cas ici. Donc voilà. Du coup, pourquoi le monde a changé depuis 2001? Puisqu'on n'est plus sur de la guerre conventionnelle. C'est très très rare les conflits où vous avez une armée d'un pays qui affronte l'armée d'un autre pays, comme à la Seconde Guerre mondiale par exemple. On est plutôt maintenant sur des guerres civiles et du terrorisme. Et ça c'est depuis effectivement les années 2000. Donc le terrorisme frappe les pays en guerre et les pays occidentaux. Je vais pas vous faire 10 000 histoires, hein. En guerre par exemple, la guerre en plein Paris, on voit qu'on a changé de guerre. Ça c'était la une du Figaro lors effectivement des attentats du Bataclan. Donc la guerre c'est même plus gros que Paris. Donc c'était bien pour montrer effectivement qu'on était sur une guerre contre le terrorisme, etc. Et plein de guerres civiles, vous avez actuellement la Syrie par exemple, vous avez vu qu'on a la guerre civile pour destituer Bachar el-Assad, vous avez le cas en Afghanistan, en Irak, enfin bref, on est vraiment plus du tout sur de la guerre conventionnelle, on se bat contre des petits groupes, etc., qui sont très difficiles à appréhender, et c'est pour ça que même si Daesh, on va dire d'un point de vue terrestre, n'a plus de territoire, ça n'empêche qu'ils sont toujours très très dangereux parce qu'il y a toujours des cellules un peu partout cachées et qui sont prêts à agir dès qu'ils en auront l'ordre. Et donc le grand C, on est maintenant sur ce qu'on appelle un monde multipolaire en équilibre précaire, donc avec notamment des nouveaux concurrents pour les États-Unis, c'est ce qu'on appelle les BRICS. Donc Brésil, Russie, Chine, Inde, c'est facile, c'est les premières lettres de chaque pays. Et vous avez l'Afrique du Sud parce que en anglais, South Africa, alors désolé pour mon accent bien évidemment, le S effectivement ça commence par un S du coup, Afrique du Sud en anglais. Ce qui représente tout de même 40% de la population mondiale, on est presque à la moitié de la population, donc vous voyez quand même c'est des concurrents qui sortent l'écrou. Et quand vous voyez la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine actuellement, vous voyez bien que la Chine ne se laisse absolument pas faire et que c'est pas parce que c'est les États-Unis en face qu'ils vont se calmer, hein, bien au contraire. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a ce qu'on appelle un arc de crise, c'est-à-dire que là globalement la plupart des tensions actuelles dans le monde sont, je vous ai mis ici l'image, donc l'arc de crise c'est ce que vous avez d'assuré, donc ça va de la partie du Maghreb avec le Maroc, et c'est un arc qui va jusqu'au Moyen-Orient, donc jusqu'au Pakistan, même la partie de l'Inde avec le Cachemire, et c'est très important cette partie-là, puisqu'il y a eu des conflits il y a 3 ou 4 mois entre les deux pays, ça aurait pu chauffer beaucoup plus grave que ça alors qu'ils ont tous les deux l'arme atomique. Donc on est vraiment dans ce type de situation pour l'instant dans la géopolitique mondiale, et donc... si vous n'étiez pas au courant, je tiens à vous signaler que des attentats de Daesh, ne pensez pas que ce sera fini. Je pense que la France, il y en a encore pour une dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire que même dans 10 ans, même si Daesh est détruit, il y aura toujours des personnes qui vont se revendiquer pour Daesh. C'est clairement une génération qui a été impactée et il faudra attendre que cette génération grandisse un peu avant de pouvoir passer effectivement à autre chose. Donc voilà, globalement, je pense que j'ai fini, je vais vérifier. Non, il me reste une dernière chose effectivement. Les cyberguerres, les conflits de demain, donc c'est les conflits qui reposent sur l'utilisation d'armes informatiques pour déstabiliser l'adversaire, voire lui causer des pertes humaines ou matérielles. C'est pour ça que la France recrute. Vous pouvez appartenir à l'armée française et devenir un cybercombattant. Donc globalement protéger les systèmes français et pourquoi pas hacker les ordinateurs des puissances étrangères. C'est clairement une guerre qui est très importante et si vous avez suivi l'actualité sur ces 2 dernières années, il est arrivé que pendant 3 jours, voire une semaine, certaines entreprises ne pouvaient plus démarrer tout simplement la production parce qu'on a eu effectivement des gros virus qui ont impacté ces différentes entreprises. Donc ce sont des vrais militaires, hein, ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des vrais militaires. Alors forcément ils n'ont pas les mêmes attitudes physiques que les combattants sur le terrain, mais il y a des vrais régiments effectivement de cybercombattants qui sont créés. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez faire des études dans la cyberdéfense, vous avez des débouchés actuellement dans le ministère des Armées.